Bienvenue dans la leçon de ce module. En gros, un module Haskell est un ensemble de fonctions, de types et de classes de type connexe, pouvant être importées et utilisées dans votre code. Mais il offre bien plus que cela. Les modules permettent de structurer, réutiliser et maintenir l'environnement. Dans cette leçon, nous allons apprendre à importer des modules. De différentes manières pour contrôler notre environnement et nos espaces de nom. Nous apprendrons ensuite à créer nos propres modulés. Enfin, nous découvrirons Prelude et les bibliothèques standards. Nous commençons maintenant à être plus à l'aise avec Haskell. Selon le sujet, je vais simplement coder ou présenter des diapositives. Dans ce cas, il est plus logique de simplement refactoriser le code, alors faisons-le. Commençons. Imaginons que notre application doive manipuler des fichiers et des dossiers. Nous pouvons utiliser un modèle appelé System, Directory, qui contient de nombreuses fonctions. Actions et types liés à la manipulation de fichiers et de répertoires. Pour importer ce module, nous utilisons le mot-clé import, suivi du nom du module. Dans ce cas, le répertoire system. Vous pouvez voir que le serveur de langage Rask suggère déjà une autocomplétion et voilà. L'importation de modules doit être effectuée avant de définir des fonctions. Donc les importations sont généralement effectuées en haut du fichier, en ajoutant cette ligne de code, nous accédons à toutes les fonctions. Actions, type et classe de type du module système. OT, Directory. Vous pouvez vérifier tout ce qui vient avec ce module ici, nous allons sur ogle.asasker.org. Et recherchons Système. Directory, nous cliquons ici dans le répertoire système du module et nous obtenons une brève description. Une description complète et tout le code qu'il fournit. L'une des fonctions qu'il fournit s'appelle list. Directory, cette fonction répertorie toutes les entrées d'un répertoire. Elle prend un chemin de fichier et renvoie d'une liste de chemins de fichier. Voyons quel est le chemin du fichier, c'est juste un alias de type pour la chaîne, parfait. Nous pouvons donc revenir en arrière et tester cela. Si nous disons que nous pouvons utiliser ceci et dire list directory. Et le point est le répertoire courant, donc si nous évaluons cette expression, nous obtenons tous les fichiers à l'intérieur de notre répertoire courant. Alors utilisons-le d'une manière ou d'une autre. Disons que nous décidons d'écrire une fonction pour trouver des fichiers à l'intérieur de notre répertoire courant qui contiennent une certaine chaîne dans leur nom. Pour cela, nous pouvons créer define. Fermons ceci. Fonction principale définie qui prend une chaîne. C'est le terme de recherche que nous voulons utiliser. Et elle renvoie d'une liste de chemins de fichiers. Maintenant, nous pouvons créer cette fonction. Elle prend le terme de recherche et nous allons faire quelque chose. D'abord, nous avons besoin de toutes les entrées à l'intérieur du répertoire. Nous pouvons donc appeler la fonction de répertoire de liste. Nous passons le répertoire courant et nous lions-le. Résultat de l'exécution de cette action à la liaison des entrées. Nous avons maintenant une liste de passes de fichiers de tous les fichiers. Dans ce cas, c'est tout cela, mais il pourrait être n'importe quoi. Nous devons donc les filtrer en fonction de notre terme de recherche, nous pouvons donc dire OK. Que livre égale quelque chose renvoie lié. Et maintenant nous devons réellement filtrer toutes ces entrées. Nous appelons facilement créer la fonction de filtrage. Nous-mêmes avec une partie de correspondance et de récursivité. Ce ne serait pas une mauvaise idée de le faire par vous-même, pour vous entraîner, mais de manière réaliste.
Cela ressemble à une fonction suffisamment courante pour être disponible en tant que bibliothèque. Et c'est le cas, il existe un module appelé données qui liste, qui contient des dizaines de fonctions pour travailler avec la liste. Alors importons-le. Et maintenant nous avons accès à tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce module. L'une des fonctions est isInFixOf. Cette fonction prend deux listes et renvoie. Si la première liste est contenue n'importe où dans la seconde. Donc ici nous disons que le premier argument est Haskell et le second est. J'aime vraiment Haskell donc parce que Haskell est à l'intérieur du deuxième argument. Il renvoie true tout le reste, il renvoie false parfait exactement ce dont nous avons besoin donc nous pouvons l'utiliser pour dire filtrons en utilisant une fonction les entrées. Cette fonction est vraiment simple en fait parce que le travail difficile est fait par l'infixes. D'où donc nous voulons vérifier que le terme de recherche est dans le correctif de tout ce que nous passons comme deuxième argument qui dans ce cas sont les entrées et c'est tout. Nous pouvons tester cela rapidement. Nous pouvons dire trouver le premier de ce HS. Donc cela devrait prendre une liste de tous ces fichiers et filtrer uniquement ceux qui contiennent H. Donc nous devrions obtenir juste un seul F sur main. HS évalue. Parfait. Et si nous disons changeons cela en main. Nous devrions obtenir tous les fichiers que nous pouvons dire. Nouveau fichier. Testmed.txt et un autre fichier pour dire. Test.utxt. Juste pour être sûr que cela fonctionne pour de nombreux fichiers et nous devons vérifier si cela fonctionne pour aucun fichier. Donc aucun fichier ne contenait la chaîne de comme parfait. Maintenant pour en faire un véritable programme Haskell. La seule chose que nous devons faire est de créer l'apostrophe. Action principale et cette action va faire quelque chose. La première chose va mettre une ligne de chaîne. Indiquant fournir. Le terme de recherche, puis nous allons obtenir la ligne. Et enregistrer le résultat de l'exécution de cette action dans le terme de recherche. Maintenant que nous avons le terme de recherche fourni par l'utilisateur, nous pouvons réellement le rechercher en utilisant find. Saint et nous lions-le. Résultat de cette chaîne trouvée et mettons la chaîne. En ligne, c'est. Entrée correspondent à votre recherche. Et c'est tout, alors ouvrons un nouveau terminal. Compilons notre main qui HS. Et si nous essayons d'exécuter ce programme principal? Fournissons le terme de recherche, test, ces entrées correspondent à votre recherche. Testme.txt et testsu. DX, parfait. Ok, donc la fonction a l'air bien. Mais elle a un nom bizarre. Pourquoi l'appelons-nous find prime? Supprimons le premier, et ici nous pouvons voir que nous avons une erreur intéressante. Si nous le survolons, la variable n'est pas dans la portée. Bien sûr, nous devons supprimer la recherche. D'accord,
Maintenant l'occurrence ambiguë de la recherche. Elle pourrait faire référence soit à la liste de données que nous trouvons, soit à la liste principale que nous trouvons. D'accord, donc l'erreur est assez claire, nous avons deux fonctions avec le même nom. Celle que nous venons d'écrire dans notre fichier et une autre qui a été importée du module de liste de données. Donc le compilateur ne sait pas vraiment à laquelle nous faisons référence lorsque nous l'utilisons. Il existe plusieurs solutions à cela. La plus simple est bien sûr de changer le nom de notre fonction. Si nous pouvons revenir un peu en arrière et dire OK. Renommez cette fonction et appelons-la find. Entries et l'erreur disparaît. Mais cela ne résout pas le problème sous-jacent que notre environnement est pollué par des dizaines de fonctions et de types. Du répertoire système et de la liste de données que nous ne prévoyons pas d'utiliser. Ce qui peut causer toutes sortes de problèmes. Une meilleure solution est d'importer une fonction ou un type ou une classe de type spécifique au lieu du module entier. Procédons de cette façon. Tout d'abord, changez le nom de la recherche pour l'ancien nom et maintenant nous avons à nouveau l'erreur, donc nous pouvons aller dans la liste des données importées et dire OK au lieu d'importer toute la liste des données, importez simplement la fonction isInFixOf, et boum, c'est tout. Nous venons d'ajouter la fonction dont nous avions besoin. Entre les parenthèses à droite de l'importation. C'est si courant que notre serveur de langage nous propose d'utiliser nos importations de cette façon. Donc nous pouvons cliquer ici et tout ce que nous utilisons réellement sera ajouté à l'instruction d'importation. De cette façon nous n'importons pas plus que ce dont nous avons besoin. Et si nous devons en importer plus d'une, nous pouvons simplement les ajouter séparées par une virgule. Par exemple, si nous voulons trier les entrées avant de les renvoyer, nous pouvons importer la fonction de tri de la liste des données. Et aller dans toutes les entrées de filtre et dites OK maintenant, triez-les s'il vous plaît. Merci, et voilà. La fonction de définition prend maintenant tous les fichiers à l'intérieur du répertoire. Les filtres en fonction du terme de recherche que nous fournissons. Puis les trie et renvoie le tout à la fonction principale. De cette façon nous pouvons continuer à ajouter les fonctions dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Enfin, si nous avons besoin de nombreuses fonctions du module, les importer une par une peut être une conversion. Et nous pourrions nous retrouver avec une énorme liste de fonctions contenant presque tout le module. Dans ces cas, nous pouvons utiliser le mot-clé hidden. Par exemple, disons que notre fonction find n'est qu'une des nombreuses fonctions de données au moins dans notre fichier. Au lieu d'écrire toutes les fonctions que nous utilisons, nous pouvons simplement dire « D'accord, donnez-moi le module entier » en cachant la fonction de recherche. Donc dans ce cas nous importons toutes les données au moins du module à l'exception de la fonction de recherche. Et c'est ainsi que vous pouvez contrôler votre environnement lors de l'importation de plusieurs modules. Mais il y a un autre cas pour lequel nous n'avons pas de solution pour le moment. Que se passe-t-il si nous importons deux modules qui ont des fonctions avec le même nom? Par exemple, nous pouvons importer des données. Module de carte. Ce module a des types et des fonctions qui vous permettent de stocker des associations entre des clés et des valeurs uniques. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas, nous examinerons ce module en détail dans les prochaines leçons. Ce qui est intéressant à ce sujet est que les données qui mappent et les données qui liste fournissent une fonction appelée filtre. Comme avant, nous avons une occurrence ambiguë de filtre car nous pourrions faire référence à des données qui listent un filtre à point ou des données qui mappent ce filtre. Nous pourrions masquer l'un ou l'autre. Dans ce cas, nous n'utilisons pas la fonction de filtre pour map. Imaginons que nous écrivions un gros programme utilisant le filtre des deux modules. Nous souhaitons les deux filtres dans notre code.
Dans ce scénario, nous ne pouvons modifier aucun de leurs noms, car nous les importons tous deux depuis des modules que nous ne contrôlons pas. C'est là que les espaces de noms deviennent utiles. Sans parler du jargon, un espace de nom est un environnement créé pour contenir un groupe de noms. Nous avons décrit notre environnement carré, comme un seul élément, un espace contenant nos fonctions. Type et classe de type, le tout mélangé. Mais grâce au module, nous pouvons avoir différents environnements ou espaces de nom, et c'est aussi simple que d'ajouter un seul mot à l'entrée. Qualifier. En ajoutant le mot-clé qualifié après l'importation, au lieu d'ajouter tout le code des données mappées à notre environnement, nous en créons un nouveau appelé données à la carte, qui contient tout le. Pour utiliser une fonction de ce module, nous devons ajouter le préfixe data.map, filter. Data.map, filter. Ainsi, tout le code se trouve dans L'. Espace de nom, data.map.dot.map, liste. Comme vous pouvez le constater, notre problème est que Pascal sait maintenant que ce filtre provient data.map, liste, et non de. Pour utiliser ce filtre, nous devons écrire data.map, filter. Data.map, filter. Et voilà, nous devons passer les paramètres. Pour illustrer l'utilisation d'un code de data.map, liste, prenons cette liste d'entrées filtrées et triées et transformons-les en une carte. Créons une nouvelle liaison appelée fun.map. Il existe une fonction permettant de convertir une liste en carte dans la bibliothèque data.map.dot.map, liste. Comme vous pouvez le constater, elle prend une liste de tuples. Ouvrons ces informations. Elle prend une liste de paires où la première valeur est la clé et la seconde la valeur. Voici un exemple. Nous avons les valeurs, la liste des valeurs trouvées sont les valeurs. Mais nous en avons réellement besoin avec des clés uniques. Donc pour ce faire, nous pouvons utiliser une fonction que nous avons apprise précédemment, par exemple la fonction SIP qui prend deux listes et les sirote ensemble altère. Et c'est une fonction dont nous avons besoin de la clé donc pour nous assurer qu'elles sont uniques, nous pouvons simplement utiliser une liste qui va de 1 à l'infini et nous allons dire que c'est une liste d'ins et nous avons besoin de la deuxième liste qui est la liste trouvée et c'est tout cette ligne convertit la liste des entrées en carte de paires qui contiennent une clé unique avec la valeur des entrées. Maintenant nous devons retourner ceci. Donc au lieu de retourner trouvé, nous retournons la carte trouvée et nous obtenons une erreur car la carte trouvée est de type carte d'int de chaîne. La première valeur est le type des clés. La seconde est le type des valeurs et à celle pourrait correspondre au type que nous détaillons que nous allons retourner et celui que nous retournons réellement. Nous devons donc changer le type que nous retournons aux données. Map.map de type int et string, et voilà. Maintenant, ça fonctionne. Essayons. Imaginons que j'y sais main. Compile parfaitement. Exécutons-le. Indiquez le terme recherché, puis saisissez PXT. Ces entrées correspondent à votre recherche. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas simplement d'une liste de chaînes, mais d'une liste de tuples avec des identifiants et des valeurs uniques. Cependant, tous les fichiers de notre
Répertoires courants correspondant à notre terme de recherche sont trouvés. Cette dernière fonctionnalité nous permet de contrôler totalement notre environnement. Cependant, écrire des données map partout devient assez rapide. Si nous qualifions les importations avec des noms plus longs ou qualifions plusieurs modules, notre code devient encombré et plus difficile à lire. Heureusement, Haskell nous permet de renommer les espaces de noms en un espace plus pratique. Par exemple, nous pouvons accéder aux données map modules, import et les appeler map. Maintenant, au lieu de mettre tout ce qui est importé du module data.map dans un espace de nom appelé data.map, il le met dans un espace de nom appelé map. Donc maintenant dans notre code, nous pouvons supprimer le point de données. Et cela fonctionne de la même manière qu'avant. Remarquez que les noms de modules sont en majuscules, si vous les renommez. Ce nouveau nom doit également être en majuscules, et comme dernier conseil, nous pouvons combiner toutes ces différentes techniques, par exemple. Si deux modules font à peu près la même chose et n'ont pas de conflit de nom, nous pourrions leur donner à tous les deux les espaces de nom le même nom, et les traiter comme s'ils provenaient d'un seul module. Cela ne s'applique pas pour le moment. Mais il existe une combinaison d'importation qui fait notre fonction de recherche a l'air plutôt bien. Mais une chose qui me dérange est cette carte. Carte, le point de carte de la liste ne me dérange pas, en fait je le préfère. Cela me permet de savoir que de la liste provient du module data.map, mais carte. Carte est un peu redondant. Bien sûr que le constructeur de type de carte provient des données. Module de carte à point, combinons donc quelques importations pour éviter cette redondance. Nous pouvons aller à la première importation et dire OK. Importer l'ensemble du module de carte de données en tant que carte, mais en masquant le constructeur de carte. Puis dans une autre importation distincte, nous pouvons dire importer des données qui mappent la carte. Donc, en masquant la construction de type de carte de l'importation qualifiée et en l'important séparément, nous supprimons essentiellement le constructeur de type de carte de l'espace de nom de la carte et l'ajoutons à notre espace de nom principal. Nous pouvons donc maintenant supprimer cet espace de nom et nous obtenons la version finale de notre code. Tout est pareil, mais maintenant la signature de find est un peu plus facile à lire et c'est à peu près tout. Sur l'importation de modules et la gestion de votre propre environnement. Mais rappelez-vous que nous avons dit que les modules nous permettent également de mieux structurer, réutiliser et maintenir notre propre code, voyons comment. Pour cela nous allons d'abord tout supprimer. Et copier et coller du code qui est un peu plus complexe. Avant de commencer, supprimons tout. Cela. D'accord, maintenant nous avons une table rase avec laquelle nous pouvons travailler. Alors créons un jeu où le joueur traverse une forêt et essaie de trouver une sortie avant de manquer d'endurance. Nous créons d'abord le type de données de la forêt, chaque forêt peut être soit une sortie ou un sentier qui contient 3 forêts différentes à l'intérieur. Le A représente la quantité d'endurance consommée en marchant dans les fils. Cela peut être représenté par n'importe quelle valeur numérique. Donc un exemple de forêt pourrait être cette structure. Ici nous avons la forêt de niveau 1 qui prend n'importe quel type, qui est une instance de la classe de type où est la classe de type numérique, c'est parce que nous voulons pouvoir comparer la valeur pour vérifier si le joueur est à court d'endurance ou non. Et aussi numérique parce que nous voulons pouvoir faire des opérations mathématiques dessus.
Nous avons donc la forêt de niveau 1 qui commence par un sentier qui contient 3 forêts différentes et pour parcourir le premier sentier, vous devez consommer 3 d'endurance. Si vous choisissez le premier chemin, vous devez consommer 7 d'endurance. Et finalement vous devez choisir entre ces 3 options. Que la première consomme 3, la deuxième 4, la troisième 5. Et peu importe celle que vous choisissez, vous trouverez une sortie, comme vous pouvez le voir. Vous finissez toujours par trouver une sortie. Donc le jeu est dans le sens où vous devez trouver la sortie avant de manquer d'endurance. Donc dans le cas où vous avez 10 d'endurance, vous en consommez d'abord 3, puis 7. Et puis peu importe l'option que vous choisissez. Vous mourrez avant, pour la sortie, c'était le mauvais chemin. Vous devez donc réessayer avec un autre chemin. Dans ce cas vous en consommez d'abord 3 puis 3 à nouveau puis 3. Donc ça fait 9, vous trouvez la sortie avant de manquer d'endurance. Donc nous avons notre forêt, créons maintenant les mouvements que le joueur peut faire. Car pour chaque sentier, nous avons 3 options, nous pouvons créer un type de données. De mouvements disponibles qui dit OK. Les mouvements disponibles sont avancés, aller à gauche ou aller à droite. Maintenant que nous avons les mouvements disponibles et la forêt, nous pouvons réellement créer une fonction qui traverse la forêt en fonction du mouvement choisi par le joueur. Nous créons donc la fonction de déplacement. La fonction de déplacement est celle qui exécute l'action d'appliquer le mouvement à la forêt actuelle pour obtenir le nouvel état de la forêt. Elle prend un tuple contenant les valeurs actuelles de l'endurance du joueur et de la forêt actuelle. Puis elle prend le mouvement choisi et renvoie le tuple contenant les nouvelles valeurs de l'endurance du joueur et de la nouvelle forêt donc. Le premier cas est facile, dans le cas où nous trouvons une sortie. Nous renvoyons les mêmes valeurs que celles qui nous sont données, rien ne change. Dans le cas où nous n'avons pas trouvé la sortie, nous devons vérifier quel mouvement le joueur a choisi, et s'il dit OK, allez à gauche. Nous faisons correspondre la forêt pour extraire la quantité d'endurance qu'elle consomme. Et la piste de gauche et nous renvoyons la quantité d'endurance que le joueur à moins la quantité d'endurance que la piste consomme et la piste de gauche qui est notre nouvelle forêt. Nous faisons la même chose pour aller de l'avant et aller à droite et c'est à peu près tout. Maintenant créons l'action principale de notre programme. Fermons ceci pour que nous puissions mieux le voir. Donc, l'action principale de notre programme. Nous commençons par imprimer un message expliquant la situation au joueur. Puis nous démarrons la boucle de jeu. La fonction de boucle de jeu prend comme paramètre l'état actuel du jeu, qui au début est une valeur codée en dur. De 10 pour l'endurance et toute la forêt de niveau 1. Puis elle définit ce qu'il faut faire pour les 3 cas possibles. Dans le cas où nous avons trouvé une sortie, nous imprimons simplement. Et, félicitations, vous avez trouvé la sortie. Et c'est tout, le programme se termine, si le joueur n'a plus d'endurance. Nous imprimons, et, vous n'avez plus d'endurance et vous êtes mort, et c'est tout, le programme se termine. Comme vous pouvez le voir, nous faisons correspondre le modèle pour l'endurance. Et nous vérifions que l'endurance est inférieure ou égale à 0. Enfin, si aucun de ces 2 cas ne correspond, nous avons toujours de l'endurance et nous n'avons pas trouvé la sortie. Donc nous prenons à la fois l'endurance et la forêt et imprimons un message disant « Et, vous avez autant d'endurance et vous êtes toujours à l'intérieur de la forêt. Choisissez le chemin, nous utilisons l'action getLine pour obtenir la réponse de l'utilisateur. Puis nous appelons récursivement la fonction de boucle de jeu avec le résultat.
de l'application de la fonction de déplacement que nous venons de créer à L'. État actuel du jeu et à celui choisi par l'utilisateur. Nous utilisons la fonction read pour transformer la chaîne fournie par l'action gateline en une valeur de déplacement disponible. Cette fonction de déplacement devrait donc renvoyer le nouvel état du jeu et le fournir à la fonction de boucle de jeu. Elle continuera à fonctionner jusqu'à ce que nous soyons à court d'endurance ou que nous quittions la forêt. C'est tout. Essayons. GHC. Main. Vous êtes piégé dans une forêt, essayez de sauter. Rappelez-vous que vous perdez de l'endurance à chaque pas que vous faites. Vous avez 10 d'endurance et vous êtes toujours dans la forêt. Choisissez votre chemin, courageux aventurier. Allez à gauche, allez à droite ou avancez. Ok, essayez, allez. Gauche, vous avez 7 d'endurance et vous êtes toujours à l'intérieur de la forêt. Choisissez à nouveau le chemin, allez à gauche, vous exécutez staminant et mort. Et le programme se termine parfaitement, et essayons de réellement gagner. Avancez. Vous avez plusieurs séminaires, allez à gauche. Je pense à celui-ci et... Donc oui, félicitations, vous avez trouvé la sortie. Donc c'est notre jeu, c'est un jeu assez simple. Mais imaginez que vous vouliez améliorer le jeu, le rendre plus grand, lui donner plus d'options, etc. Si vous continuez à utiliser ce fichier, il commencera à devenir gonflé et gros et ingérable. Alors utilisons des modules pour organiser notre code. Nous commencerons par le plus important de tous les modules. Le module principal. Avez-vous remarqué que le nom du fichier est main avec une majuscule? C'était un but. Car chaque projet Haskell doit avoir un module principal. Si nous allons en haut et ici nous écrivons module main où nous avons créé notre premier module. Cette ligne dit OK. Ce fichier contient le module principal où tout cela est défini. Maintenant organisons cela, rendons-le un peu plus petit. Donc nous avons du code lié à la forêt réelle. Nous avons du code lié aux mouvements et aux actions du joueur et nous avons nos actions principales. Commençons par créer un dossier appelé forêt et à l'intérieur de ce dossier forêt, nous voulons créer un nouveau fichier appelé niveau 1. Qui, par exemple, dans ce fichier, nous voulons mettre tout ce qui concerne la forêt de niveau 1. Comme vous pouvez le voir, le code BS suggère déjà d'écrire le module Forest, level 1 ou. Alors cliquons ici, et maintenant nous avons le nom de notre module. Notez que le nom du module est lié à la position dans la structure du dossier. Donc parce que ce fichier s'appelle level1hs, le nom du module est level1e. Parce que ce fichier est à l'intérieur du dossier Forest. Le module commence par Forest à travers le nom du module. Et c'est pourquoi dans les exemples précédents nous avons ces systèmes que les répertoires étaient parce que le code lié au répertoire était à l'intérieur du dossier lié au système. Alors déplaçons le code. Je veux la structure de données de la forêt et la forêt réelle. Je la veux à l'intérieur de mon module Forest, 11. Super, alors sauvegardons et maintenant nous avons une erreur ici.
Bien sûr parce que tout ce qui concerne les forêts a disparu. Mais c'est ici, alors importons-le de la même manière que nous avons importé les modules Haskell standard. Donc nous disons importer. Point de forêt niveau 1 et c'est tout. Notez que l'importation suit également la structure du répertoire. Et ici versus code suggère que nous écrivions une importation plus spécifique. Cliquons ici, et cela semble familier. Nous savons déjà que cela importe la fonction, mais c'est nouveau en fait. Ici nous importons le type de forêt avec tous ces constructeurs, donc ici nous aurions pu écrire exit et simplement importer le constructeur de sortie ou faire exit et trell pour importer les deux constructeurs. Mais si vous prévoyez d'importer tout, vous pouvez simplement écrire double dot et tous les constructeurs seront importés. Donc dans le cas où vous changez les constructeurs de la forêt, vous n'avez rien à changer du côté de l'importation des choses. Maintenant déplaçons le code lié au mouvement vers son propre module. Créons un dossier appelé utilisateur et à l'intérieur de l'utilisateur, je veux créer un autre dossier. Appelé action et à l'intérieur des actions, je vais créer deux fichiers. Celui dont nous avons besoin est le mouvement qui signifie que nous choisissons de le nommer mouvement. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. Mais nous voulons y mettre tout ce qui concerne le mouvement. Mais j'ai créé ce dossier d'action parce que je pense qu'à l'avenir je voudrais fournir d'autres actions. Donc quelque chose comme les bords d'attaque pour attaquer les ennemis ou autres. C'est juste pour compliquer un peu l'exemple. Afin que nos importations et exportations soient plus intéressantes. Alors allons dans le principal et ici nous voulons prendre tout cela et le mettre ici, comme ça ne fonctionnera pas car nous n'avons pas le nom du module. Créons donc un module nommé user.dot. Action.move ou tout. Ce code est présent. Parfait, nous avons bien sûr l'erreur de ne pas avoir accès à la forêt. Mais nous savons déjà comment résoudre ce problème dans un port forest. .level 1. Dans ce cas, nous voulons juste le constructeur. Nous n'avons pas besoin du niveau car nous ne l'utilisons pas. Revenons maintenant à main et un port usé. .actions@move. Voilà, en suivant cette procédure, vous obtiendrez un code mieux structuré. Et vous saurez où aller pour modifier, changer ou créer de nouveaux éléments. Un autre avantage des exportations est que nous pouvons indiquer précisément ce que nous voulons exporter. Imaginez une fonction d'assistance. Et cette fonction d'assistance est créée juste pour être utilisée dans ce module. Nous ne voulons pas fournir ces fonctions à quelqu'un d'autre. Nous pouvons donc aller dans le module d'exportation et dire n'exportez rien. Dans ce cas, nous n'exportons rien, donc ici nous obtenons une erreur, parce que bon. Ce module n'exporte pas cela, nous pouvons donc aller ici et dire OK. Exporter la forêt avec tous ses constructeurs car nous pouvons également choisir d'exporter uniquement la forêt sans aucun constructeur ou avec juste le constructeur de sortie et ne pas des constructeurs. Dans ce cas nous voulons tous les constructeurs donc nous pouvons juste mettre les deux points et c'est tout. Nous avons toujours une erreur parce que nous n'avons pas de forêt de niveau 1. Alors allons ici et disons que nous voulons également exporter la forêt de niveau 1. Maintenant si quelqu'un veut accéder à la fonction d'assistance,
Depuis l'importation. Il ne peut pas, car il dit que ce modèle n'exploite pas la fonction d'assistance. De cette façon, vous pouvez être libre de créer ce que vous voulez à l'intérieur du module. Fonction d'assistance, type d'assistance, peu importe. Puis exportez simplement le sous-ensemble du code que vous voulez réellement rendre disponible pour l'utilisateur final du module. Maintenant quelques détails, vous ne pouvez avoir qu'un seul module par fichier. Vous ne pouvez pas créer 2 modules dans un seul fichier. Et les modules ne sont pas non plus des valeurs de première classe. Vous ne pouvez pas transmettre de modules dans des fonctions comme des nombres, d'autres fonctions et types. Maintenant que nous savons comment travailler avec des modules, apprenons le plus célèbre de tous, le module prélude. Lorsque vous travaillez avec JCI ou que vous écrivez votre propre code Haskell, certaines fonctions sont disponibles par défaut, par exemple add, sum, lynx, etc. C'est parce que ces fonctions font partie du module appelé prelude qui est importé par défaut. Le mot prelude signifie une introduction à quelque chose de plus important, qui est le code et les modèles que vous allez écrire. Donc le module prélude fournit des données de fonctions de base. Type et classe de type dont le développeur moyen pourrait avoir besoin pour son code. Outre le prélude, il existe d'autres bibliothèques standards, elles ne sont pas importées par défaut, mais sont disponibles pour être importées sans que vous ayez besoin de les télécharger séparément. Mais nous allons les ignorer pour l'instant, explorons un peu cette documentation. Nous avons donc le nom du module ici prélude et son contenu. Comme vous pouvez le voir, sont organisés en catégories. Type standard, classe de type et fonctions associées, opération de liste. Converti vers et depuis une chaîne d'entrée et de sortie de base, si nous continuons à faire défiler. Nous avons une définition générale de ce qu'est le module. Puis nous commençons avec le code réel. La première chose que nous avons ici est le type de données bool. Comme nous le savons, le type de données booléen a 2 constructeurs, false et true. Et nous avons ici toutes les instances fournies avec le module. Rien qu'en regardant cette documentation, nous savons que nous pouvons convertir un booléen en chaîne que nous pouvons comparer pour l'égalité et l'inégalité, etc. Et après cela, nous avons des fonctions liées à ce type. Dans ce cas, nous en avons 3, le booléen et le booléen ou et le booléen non. Nous avons le nom de la fonction avec son type, la fixité et une description sûre de ce que fait la fonction. Et si cela ne vous suffit pas, vous avez également la possibilité de regarder le code source en cliquant ici. Comme vous pouvez le voir, c'est ainsi que l'opérateur booléen est défini dans le code source de Haskell. Nous avons également la définition du booléen ou ici et le booléen non. Comme vous pouvez le voir, ces définitions sont à peu près ce que vous feriez si vous deviez les définir. Not of true is false, not false, true, etc. Mais il existe d'autres définitions qui utilisent des Haskell plus avancés comme ceci. Donc à ce stade, regarder le code source peut ou non vous aider à comprendre la fonction. Revenons en arrière. Et après ces fonctions, nous passons au type de données suivant avec une explication. Les constructeurs, toutes ces instances et fonctions dans ce cas une seule. D'autres types de données, etc. Vous pouvez également jeter un œil aux définitions réelles des instances. Si vous cliquez ici et vous pouvez voir que l'égalité de Toro a 2 méthodes. Les égaux et les non-égaux, et vous pouvez cliquer ici, vous pouvez voir la classe de type. La fixité et l'explication de cette classe de type. Et nous pouvons également regarder le code source et vous verrez que la définition réelle de la classe de type d'égalité est la même que celle que nous avons faite dans une leçon précédente avec quelques détails supplémentaires ici, mais nous en apprendrons plus
à ce sujet dans une prochaine leçon et c'est à peu près tout maintenant ce que je veux que vous fassiez comme devoir pour cette leçon est de lire tout ce qui est fourni par le prélude. Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous n'avons pas couvertes. Et cela dépend des concepts que nous apprendrons plus loin dans ce cours. Donc il n'est pas nécessaire que vous compreniez tout. L'objectif est d'avoir une idée de ce que le prélude module fournit. Utilisez-le comme un rappel de toutes les fonctions, types et types de lunettes que vous utiliserez jusqu'à présent. Et pour vous habituer à lire la mentation officielle et c'est tout pour aujourd'hui. Assurez-vous de faire vos devoirs et je vous verrai dans le prochain. Point.